On est très content d'être là aujourd'hui avec vous. Concernant ce premier event, donc l'objectif, c'est d'échanger aujourd'hui avec vous sur comment distribuer son application métier comme un pro. Et pour faire ça, je vais laisser deux de nos super chefs de projet vous parler de ce sujet-là, donc Sébastien et Romain. Merci Badr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Techly. Donc rapidement, on se présente. Je m'appelle Sébastien Loridon, donc je suis chef de projet mobile chez Faber Novel depuis plus de 2 ans et demi déjà. J'ai pu travailler sur des projets divers comme MyCanal, une application pour les chauffeurs de bus, où je reparlerai dans le webinar, ou des applications comme Farmi à destination des agriculteurs. Et je suis accompagné donc de Romain. Bonsoir, moi c'est Romain, je suis arrivé chez Faber Novel il y a bientôt 2 ans aussi. Et j'ai travaillé sur plusieurs applications métiers autour du contrôle qualité dans des entrepôts logistiques et notamment aussi un outil de force de vente utilisé par Grand Moulin de Paris et d'autres applications métiers, mais on aura le temps de couvrir tout ça. Alors comme c'est le premier Techly que nous faisons, on va faire la présentation de Faber Novel un peu au global. Faber Novel, c'est une entreprise verticale, tout est intégré dans le sens où on va pouvoir accompagner nos clients du design de leurs services finalement à la stratégie de commercialisation de leurs nouveaux produits. Donc l'idée, c'est d'accompagner nos clients pour apprendre, produire et engager dans l'ère du nouveau raisonnable avec la crise sanitaire que nous connaissons tous en ce moment. Et cette production se fait autour de 4 piliers, donc le design, les technologies que nous représentons très fièrement, le marketing et les cultures. Faber Novel, donc c'est 400 talents répartis sur 4 continents, voilà. Et si on fait un focus sur les membres de la communauté technologie, on est plus de 140 pour aider nos clients à designer leurs produits et poursuivre le développement de nouvelles applications, des nouvelles plateformes web qu'ils viendraient à nous donner. Donc, les compétences sont très diverses. Donc, tous nos designers sont en mesure de faire du design d'expérience utilisateur et du design d'interface utilisateur avec de nombreux outils qui sont listés sur la diapositive. On est une équipe de 23 chefs de projet qui sont pour la plupart certifiés Scrum Master avec une maîtrise de l'ensemble des outils de gestion de projet. On fait un gros pool de gestion de développement mobile et on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on fait également du back-end et du web. Alors, Faber Novel existe depuis 2003 et on fait du mobile depuis 2008. Et on a des clients qui sont là depuis longtemps, très longtemps. Ça fait maintenant 12 ans que Faber Novel accompagne la RATP dans la conception de son application iOS et ça fait déjà 9 ans que Faber Novel accompagne Canal+ dans le développement de l'application MyCanal qui est reconnue comme un standard au niveau mondial par Apple notamment. Et l'idée, c'est que Faber Novel travaille finalement avec des acteurs français en leur permettant de faire des applications qui restent compétitives d'un point de vue international pour résister finalement à ces grands acteurs que sont Uber, Netflix ou Citymapper pour le monde du transport. Donc ce soir, un verbe, distribuer. Mais distribuer, ça reste vaste. On parle de distribuer des applications, mais distribuer des applications, il y a encore 2 types. Il y a l'application grand public qu'on connaît tous, qu'on va télécharger sur l'App Store ou le Play Store si on est sur Android. Et il y a toutes ces fameuses applications métiers qui sont moins connues, qui sont un peu plus obscures en termes d'univers et que l'on va télécharger selon des méthodes un peu différentes. Ça va déjà être sur notre téléphone portable en le recevant lorsqu'on arrive dans l'entreprise ou on va le télécharger quand même sur l'App Store. Et donc, c'est ce deuxième monde-là, cette application métier qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, App Store, Play Store, il y a 2 grands acteurs, Apple, Google, et il y a aussi 2 façons de coder son application. Il y a le monde du natif avec Swift et Kotlin, et il y a le monde de l'hybride qui change de framework à la mode tous les 3-4 ans. On a eu Ionic, on a eu Xamarin. Maintenant, c'est React Native qui a le vent en poupe. Et quoi qu'il arrive, la présentation qu'on délivre ce soir va traiter de ces 2 aspects. La technologie qui est embarquée sous le capot n'a aucune incidence sur la distribution. Et donc, ce à quoi nous allons répondre ce soir, c'est comment déployer son application métier sur iOS. En premier lieu, en évoquant notamment le concept de Custom App qui a été poussé par Apple depuis 2019. Et de la même façon, on va poser la question, comment déployer son application métier sur Android? Vous verrez, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide.
Et donc, comme l'a dit Bart tout à l'heure, si jamais vous avez une question ou un commentaire, vous pouvez réagir dans la section commentaires du Zoom. Et il y a également la rubrique Q&A. Et je vais vous laisser, Sébastien, raconter une petite histoire autour de la RATP. Ouais, il faut que je vous raconte une histoire. C'est celle de la RATP. Une application pour les chauffeurs de bus, donc une application récente. Pour 15 000 chauffeurs de bus, il y a 2 000 recrutements et départs chaque année, donc un parc qui se renouvelle. Les téléphones sont des téléphones personnels, les chauffeurs de bus n'ont pas de téléphone professionnel. Et donc, lorsque la RATP est venue nous voir, leur première idée était de déployer l'application sur l'App Store, le store public, chose déjà faite auparavant chez Faber Novel, donc on les a accompagnés là-dessus. Pour vous donner un peu de contexte, le projet, c'est un projet qu'on a commencé from scratch, donc un chef de projet chez Faber Novel peut accompagner son client sur toutes les phases de la vie d'une application mobile. De la phase de cadrage, donc on allait dans les centres bus, rencontrer des chauffeurs de bus, comprendre le métier, comprendre vraiment le besoin, quelles étaient leurs fonctionnalités, quel était leur quotidien. Donc toute cette phase de cadrage. S'enchaîne ensuite une phase de conception. Sur la conception, donc un designer mobile accompagne la RATP et suite à ces entretiens, on peut commencer à dessiner les premiers parcours et aussi les premières spécifications fonctionnelles et techniques. Ensuite vient la phase de développement. Ici, on était sur une application hybride en React Native, un back-end en Ruby. Donc, phase de développement de plusieurs mois. Une recette, donc différents allers-retours, des correctifs, l'application est parfaite. Et vient la phase de livraison. Et alors, la phase de livraison, on veut la publier donc sur les stores. Donc, on crée la fiche store sur l'App Store. On publie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Apple, pour les applications sur le store public, relie l'application et vérifie si elle est conforme aux guidelines, donc c'est les grandes lignes de publication des applications. Et nous avons un refus de la part d'Apple. Voici le détail du refus. Il mentionne que l'application est spécifique pour un business. Alors, déjà, pas de souci, être refusé par Apple, c'est assez courant. Il y a quand même 40% de refus sur le store public, donc cela arrive. Par contre, être refusé pour ce genre ce genre de raison, c'est quand même plus rare. On ne l'avait jamais vu chez Faber Novel, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. En relisant les guidelines, donc c'est des dizaines de pages de règles qu'il faut respecter pour être sur les stores, il n'en est fait nulle part mention, si ce n'est une ligne assez simple. Voilà, on peut réduire la destination de l'application à un endroit ou à une plateforme particulière. Donc, c'est quand même assez bizarre. On réinsiste, mais ça ne marche pas. Donc, on est quand même surpris. Comment font les autres, Sébastien, en fait ? Il y a bien des applications qui existent sur le store public. Donc, en effet, quand on va sur le store public, on voit des applications. Nissan Insider, une application à destination des collaborateurs de Nissan. Tout le monde n'a pas un email Nissan. Voilà, qui est sur le store public. On peut voir Uber Driver, donc l'application pour les chauffeurs de Uber. Elle est aussi disponible sur le store public. Donc, tout le monde n'est pas chauffeur de Uber. Donc, on regarde, et sur ces deux applications, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer deux choses. Sur Nissan Insider, en bas à gauche, un accès Public Access. Public Access, quand on clique dessus, on arrive sur une des fonctionnalités de l'application Nissan, disponible au grand public. Pour ce qui est de Uber Driver, inscription nous mène vers un formulaire d'inscription. Pour autant, ce n'est pas en remplissant ce formulaire qu'on accède directement à l'application. Donc, en s'inspirant de ces fonctionnalités, on se dit, tiens, pour l'application des chauffeurs de bus, et si, au lieu d'ajouter un bouton de connexion directement sur la page de connexion de la RATP, est-ce qu'on ne mettrait pas un bouton à disposition de tous les utilisateurs pour qu'ils puissent devenir chauffeurs de bus ? Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons rajouté sur la page d'accueil de l'application ce fameux bouton. Il redirige simplement sur la page de recrutement. Comme l'application est une application RH, le bouton et la page de recrutement entrent entièrement dans l'univers. Donc, la RATP a été même très contente que l'on rajoute ce bouton et que du coup, on enrichisse en fonctionnalité l'application. Et aujourd'hui, l'application est disponible depuis quelques mois sur les stores publics. Mais c'est quand même étrange. Lors du deuxième refus, Apple nous a parlé d'une chose. Il nous a parlé de Custom App.
Alors, custom app, ça ne me dit rien. Moi, je pensais que vous pouvez publier des applications grand public sur les stores comme Uber et Nissan l'ont fait comme vous voulez. Alors, Romain, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur les custom apps? Alors en fait, les custom apps, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qu'Apple a donc introduit en fait en 2019, présenté de façon publique à la WWDC, qui est la conférence mondiale pour les développeurs autour de l'écosystème iOS, iPadOS et Apple TV. Et en fait, c'est une méthode qui change par rapport à ce que l'on connaît jusqu'à présent pour les distributions d'applications internes à une entreprise, dans le sens où on va s'appuyer sur le compte Apple Developer grand public. Et en fait, l'application va garder son caractère privé en étant une custom app parce que c'est la méthode de distribution qui va changer. Vous allez effectivement démarrer le processus comme si c'était une application qui était grand public, mais vous allez être redirigé vers une nouvelle plateforme que l'on verra, qui s'appelle Apple Business Manager, qui est en fait qui historiquement faisait de la gestion d'appareils Mac et qui maintenant recueille les applications de type custom apps. Et la review survient côté Apple, mais les règles sont nettement plus tolérantes puisque c'est un type d'application qui est différent, qui n'a pas vocation à être publié sur l'App Store. Et ainsi, il est totalement possible de restreindre l'audience de l'application que l'on publie. On peut la restreindre à ses partenaires, on peut la restreindre à ses employés, on peut la restreindre à des franchisés. Donc, c'est une nouvelle façon de livrer son application pour une entreprise. Et dans ce cas, il faut qu'on vienne de faire un petit coup de rétroviseur en arrière pour savoir quelle était la relation Apple Developer avec les entreprises. En effet, jusqu'à présent, il y avait deux types de comptes. Il y a souvent deux types de choses dans les nouvelles tech. Il y a le compte grand public, l'Apple Developer Program, qui a un coût d'abonnement annuel de 99 $. N'importe qui peut s'abonner. Je peux m'abonner, Sébastien peut s'abonner, Bad peut s'abonner, n'importe qui, même vous pouvez vous abonner. Une entreprise peut également s'abonner. Et le sésame de cet abonnement, c'est de pouvoir publier son application sur l'App Store grand public, moyennant bien entendu le respect de toutes les guidelines d'Apple. En revanche, vous n'aurez pas le contrôle sur les appareils qui pourront, en fait, les appareils sur lesquels vous souhaitez voir votre application installée d'office. Pour cela, en fait, il y a un monde parallèle, l'Apple Enterprise Developer Program, qui est plus cher, 300 $ par an, qui va vous permettre de développer vos applications, de conserver vos droits de propriété intellectuelle dessus, ce qui est aussi le cas avec l'autre programme, et de pouvoir distribuer l'application signée avec un certificat de distribution qui permet donc d'attester que c'est vous qui avez créé l'application sur n'importe quel appareil de votre choix, selon n'importe quelle méthode de distribution de votre choix. Il y a juste une petite manipulation pour l'utilisateur final qui nécessite d'être un petit peu averti, c'est qu'il faut autoriser le certificat dans les réglages de l'appareil. Et là aussi, c'est restrictif sur l'inscription à ce programme dans le sens où il faut être une entreprise de plus de 100 salariés pour pouvoir y prétendre. À noter qu'il y a quand même un petit risque avec l'Apple Enterprise Developer Program parce que ce certificat expire au bout d'une année, très exactement. Et si les applications ne sont pas republiées avec un nouveau certificat, l'accès aux différentes applications est coupé tout simplement, ce qui n'est pas le cas avec les applications distribuées sur l'App Store grand public. Il y a toutefois un changement de situation, sinon on ne serait pas là ce soir pour vous parler de Custom App, c'est qu'Apple intentionnellement limite la création de comptes Enterprise Developer Program. Il y a une raison à cela, on va y venir dans quelques instants. Et on pourrait tout bêtement se dire qu'une solution pour contourner ce problème, ça serait de louer le compte d'une autre entreprise pour permettre la diffusion de son application. Ça se trouve bien sur Internet, non, Sébastien? Alors oui, quand on cherche sur Internet, on trouve plein de sites qui vous proposent de louer des comptes Apple Entreprise, mais je vous déconseille de faire ça. Oui, vous ne faites pas ça. Si Fabien Novel fait ça, il y a une chose dont on est à peu près certain, c'est de perdre notre compte Apple. Donc, jamais une entreprise sérieuse ne vous encouragera de faire ça. Et c'est pour cela donc qu'il y a la méthode de distribution des custom apps. En fait, pour la petite histoire, Apple a abandonné cette méthode Enterprise Developer Program parce qu'en Asie du Sud, les entreprises qui faisaient faillite en fait revendaient leur compte Apple Enterprise et en gros, il y avait un trafic de comptes avec des distributions d'applications potentiellement malveillantes. Donc, on va passer maintenant à l'histoire d'une custom app avec une deuxième histoire que Sébastien va nous raconter. J'ai une deuxième histoire pour vous.
Donc cette fois-ci, c'est l'histoire d'une custom app. Faber Novel veut déployer une application à destination de ses employés. Donc les employés ont des téléphones privés, personnels, ou des téléphones professionnels, peu importe. Cette application, donc, on prépare tout, on la développe en natif, on crée sa fiche store sur un compte Apple classique, hein, et on la soumet à publication. Donc Apple relie toutes les applications qui sont publiées depuis le compte Apple Développeur Programme. On la soumet à Apple, et là, non, ça ne marche pas. Alors, c'est étrange quand même. Cette fois, c'est un autre problème qui nous remonte. Ils nous disent que sur l'application, on est obligé de mettre le Sign in with Apple parce que l'application, nous, chez Faber Novel, on utilise Gmail, donc Sign in with Google. Et Apple oblige toute l'application grand public qui propose un service de Sign in with Google ou Facebook, peu importe, de proposer en parallèle un Sign in with Apple. Alors, pour autant, quand on va dans les guidelines, on peut lire très précisément, deuxième point, votre application n'est pas concernée par le Sign in with Apple si c'est une application entreprise. On remarquera au passage qu'il mentionne que des applications entreprises peuvent être sur l'App Store. Bon, ça, c'est quand même assez embêtant. Donc, je le fais remarquer à Apple, je ne comprends pas, mon application est à destination de mon entreprise, elle n'a pas à avoir le sign-in with Apple, elle a juste vocation à être distribuée avec une custom app. Est-ce que vous pouvez revérifier? Et cette fois, c'est passé. C'est passé, donc Apple a accepté l'application. Cette fois-ci, par contre, je n'ai pas distribué sur le store grand public. Je n'ai pas choisi distribution publique en haut, comme on peut le faire d'habitude pour l'application pour les chauffeurs de bus. Ici, j'ai choisi une distribution privée. Distribution privée implique une distribution sur une entité, un organisme, Faber Novel Group. Faber Novel Group, c'est l'organisation Faber Novel créée sur Apple Business Manager. Alors, pour créer un compte sur Apple Business Manager, il vous faudra un DUNS number. Qu'est-ce que c'est un numéro DUNS? C'est tout simplement un identifiant international d'entreprise. Chaque pays a son identifiant d'entreprise, le SIREN en France, etc. Dun & Bradstreet ont créé une base de données internationale d'identifiants des entreprises. Ils ont des partenaires partout dans le monde, Altares en France, auprès duquel vous pouvez récupérer ce numéro. Et ce numéro est requis. Apple fait un partenariat donc avec DNB pour identifier toutes les entreprises. Donc, quand les entreprises vont se créer un compte Apple Business Manager, ils auront besoin de ce numéro du partenaire DNB. Donc, on l'a récupéré, on a créé le compte, on a publié, Apple a accepté. Et voici Apple Business Manager. Je récupère donc mon application sur l'interface Apple Business Manager. Une fois que l'application est ici, je peux la distribuer. Et là, il y a deux possibilités. Pour la distribuer, on peut la distribuer via son MDM classique. Donc, c'est-à-dire, on interface son MDM, on le connecte à Apple Business Manager, et on peut retrouver l'application dans le MDM, et on continue comme auparavant si on avait un MDM déjà installé sur son application. La deuxième façon, ce sont des codes de réadoption sur Apple Business Manager. On génère une dizaine, vingtaine, des milliers de codes. Ce sont des codes uniques. On les distribue par mail, par message, peu importe. On les distribue aux employés. Et lorsqu'ils cliquent sur ce code, c'est l'application iTunes Store qui s'ouvre sur le téléphone. L'application s'installe. Et ensuite, on peut la gérer naturellement dans son téléphone. Donc, ce sont des codes à usage unique. Alors, j'ai parlé de MDM, on parle aussi d'EMM, Enterprise Mobility Management, MDM, Mobile Device Management. Ce sont des outils qui permettent de gérer des flottes de devices. C'est fortement utilisé dans les entreprises qui possèdent des téléphones professionnels. Donc, ils enrôlent leur flotte de devices et peuvent les contrôler ensuite à distance sur ces outils. Ça permet d'installer des applications à distance, de bloquer un téléphone s'il a été volé, que les utilisateurs ne fassent pas tout n'importe quoi, et donc d'avoir un contrôle sur le parc, la flotte de devices d'une entreprise. Donc, vous connaisserez peut-être Jamf, Mobile Iron, AirWatch, pour les plus connus. Donc, Romain, est-ce que tu peux me récapituler tout ce que ça donne? Oui, alors si vous n'avez rien écouté des 5 dernières minutes, ce qu'il fallait retenir des custom apps, c'est que financièrement, ça sera un peu mieux pour vous parce que l'abonnement Apple correspondant sera moins cher. Ça reste distribuable comme vous l'entendez. Maintenant, il y a juste l'intermédiaire Apple Business Manager
qui ensuite refait le dispatch sur tous vos outils de gestion de flotte mobile, ou alors un simple code de rédemption si vous voulez une distribution plus libre. Il y a maintenant une review par Apple qui doit être faite de vos applications. On peut voir ça comme un inconvénient, on peut voir ça aussi comme une opportunité pour rester aux normes d'un point de vue technique. Et il y a également un dernier avantage du point de vue utilisateur final, c'est que lorsque l'application en fait, va être mise à jour, la mise à jour sera disponible directement dans la section mise à jour de l'App Store grand public. Rassurez-vous, la fiche ne sera pas disponible aux yeux de n'importe qui, c'est valable uniquement pour les utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Bon, on a beaucoup parlé d'iOS, et sur Windows Phone, ça donne quoi? Nous sommes le jeudi 18 novembre 2015. Merci Sébastien pour cette note. Oui, Windows Phone, c'est mort depuis longtemps. Et sur Android, du coup? Bien sûr, Android, ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas encore de compte sur le Play Store, alors ça marche partout dans le monde sauf en Chine, vous paierez 25 $, une seule fois. Vous soumettrez ensuite votre binaire applicatif, APK, signé. Google, pour les premières publications, va faire une vérification également par un humain. Des vérifications automatiques vont intervenir pour s'assurer que votre application n'est pas malveillante. Les vérifications pour un humain prennent de l'ordre de 3 à 4 jours. Les vérifications automatiques, c'est l'histoire de quelques dizaines de minutes. Et ensuite, l'application est en ligne. Voilà, c'était la distribution d'une application métier sur Android. Donc, pour résumer tous les concepts qu'on vous a présentés ce soir, donc il y a un tableau récapitulatif. Et l'idée, donc le premier cas, c'est on part de zéro. Je veux distribuer mon application métier. Bon, je suis quand même dans une grosse entreprise, donc j'ai quand même un gestionnaire d'appareils avec beaucoup de gens qui ont leur téléphone professionnel. Cependant, je veux distribuer sur iOS et je n'ai pas de compte Apple Enterprise parce que je suis nouveau sur le marché. Ce qui va se passer, c'est que côté Apple, vous distribuerez une custom app et votre MDM sera branché à Apple Business Manager pour permettre du coup le téléchargement automatique des applications sur vos terminaux. Côté Android, vous pourrez directement déposer le fichier sur le MDM. En revanche, si vous avez déjà un compte Apple Enterprise, là, vous pouvez déposer directement sur le MDM ou le mettre sur une plateforme de téléchargement du type App Center. Alors, si votre application a des fonctionnalités qui sont accessibles au grand public et que vous n'avez pas de compte Apple Enterprise, là, vous pouvez envisager une publication sur l'App Store grand public. Mais là encore, il s'agit de donner des fonctionnalités qui vont avoir une cohérence par rapport à l'univers privé de votre application. La page de recrutement, ça a marché pour la RATP, ça ne va pas forcément marcher pour une application pour chercher des itinéraires autour de soi. Et le dernier cas, qui est un peu plus extrême lorsqu'on atteint des grosses quantités de terminaux à toucher, c'est ne pas avoir de MDM, ne pas avoir de compte Apple Enterprise et ne pas avoir de fonctionnalité grand public dans son application. On passe toujours par la distribution par des custom apps et tous les codes de rédemption du coup, seront téléchargés depuis Apple Business Manager. Il est probable que, de nature un peu paresseuse, vous cherchiez à mettre en place un petit site web qui fasse une distribution aléatoire de tous ces codes de rédemption pour éviter une mauvaise migraine avec un fichier Excel. Sinon, sur Android, ça marche aussi sur le Play Store ou sur App Center ou la plateforme de votre choix. Et comme dit au début de cette présentation, la technologie qui est utilisée pour développer votre application n'a absolument aucune incidence sur la façon dont elle va être distribuée. Donc, React Native, Swift Kotlin, Ionic, Xamarin, si on est un peu en retard technologiquement, n'est-ce pas Sébastien, le choix n'a pas d'impact sur la distribution. Donc, nous sommes arrivés au terme de la présentation et nous allons maintenant répondre aux questions que vous auriez pu avoir dans la section Q&A ou dans la section commentaires du webinaire. Merci Romain et merci Sébastien. Du coup, n'hésitez pas en parallèle à continuer à poser vos questions. Moi, j'en ai beaucoup et je sais que Julien en a aussi posé une. Du coup, je vais vous poser la première question de Julien qui est, du coup, quel est l'intérêt d'utiliser encore un compte Apple Enterprise versus une custom app? Globalement, le compte Apple Enterprise, il reste quand même beaucoup plus flexible que le fonctionnement via une custom app. Le développement de la custom app, c'est quand même une volonté d'Apple d'avoir davantage la main sur ce qui est fait à partir de ses produits. Pour l'instant, Apple n'a pas mis de date officielle de fin du compte Enterprise, mais ils se préparent de façon assez officieuse. Ils disent que dans un an et demi,
ils pourraient entamer ce mécanisme de transition des comptes enterprise vers la custom app. Donc pour l'instant, la custom app, ça reste un peu ce petit havre de paix, un peu préservé, un peu libre. Et le monde de la custom app qui serait donc un monde un peu plus millimétré, un peu plus sécurisé. Et c'est un univers sur lequel nous allons tous passer prochainement et finalement qui va être une transition que l'on recommande aussi à nos futurs clients. J'espère que ça a répondu parfaitement à ta question, Julien. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat ou sur la partie Q&A, mais moi j'en ai quelques-unes. N'hésitez pas à en poser d'autres. Du coup, aujourd'hui, combien de temps prend la review par Apple et par Google? Alors, la review, on va commencer par Google. Elle a lieu notamment à la première publication de l'application. C'est 3 jours. Et voilà. Et donc, il faut s'attendre à quelques jours de délai. On prend toujours de l'avance pour anticiper la relecture. Côté Apple, la relecture dépend des moments. Ça peut être en moins d'une journée, ça peut être en une semaine. C'est d'autant plus long pendant les vacances, ou notamment à Noël, Thanksgiving, faire très attention parce qu'Apple n'accepte plus de l'application, même pour des correctifs. Donc voilà, c'est variable et ça dépend aussi de la publication, s'il y a des problèmes ou pas. Généralement, s'il y a un problème, il le repère vite et après, on est reparti pour une deuxième vérification qui, elle, dure plus longtemps. Ok, bon, il y a des personnes qui m'ont posé des questions, mais directement sur la partie discussion. Il faut vraiment le mettre pour que tout le monde voit les questions. Si vous voulez le faire, c'est sur Q&A. Il y a une question qui est comment va se passer la migration des comptes Enterprise vers les comptes Apple Developer Program? Alors en fait, c'est un peu tôt pour en parler, mais c'est un mécanisme qui est aujourd'hui déjà possible parce qu'on va utiliser en fait le transfert de compte du compte Apple Enterprise vers le compte Apple Developer grand public. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que d'un certain moyen, dans la plateforme de départ de l'application, chaque application en fait se caractérise par un bundle ID. C'est un peu comme un nom de domaine à l'envers qui va être unique à votre application et qui ne doit absolument pas être supprimé parce que sinon vous n'aurez absolument aucune chance de récupérer votre application par la suite, à moins de la republier et de devoir refaire tout le travail de review comme si c'était entièrement nouveau. Généralement, ça commence alors pour Faber Novel, c'est com.fabernovel, et ensuite le nom de votre projet ou de votre application. Donc globalement, il y a une démarche de transfert qui doit se faire. Et comme l'application va arriver comme étant nouvelle du point de vue d'Apple parce que vous allez devoir passer par la plateforme App Store Connect et que votre application entreprise n'était jamais passée dans les mains d'Apple auparavant, il n'avait jamais mis les pieds sur App Store Connect, vous devrez passer par un premier tour de review et à partir de là, engager un dialogue avec Apple pour que tout se passe au mieux. Ok, très clair. On a beaucoup parlé d'iOS. Est-ce que Android a aussi une politique de review qui est aussi stricte qu'Apple ou pas du tout? C'est beaucoup moins compliqué. La review par Google, ils sont beaucoup plus laxistes, on va dire, sur les applications, ce qu'on peut y mettre, etc. Il y a une relecture quand même pour que ça vérifie qu'il n'y ait pas de malware, etc. Il y a des vérifications automatiques qui sont faites par Google, donc une vérification automatique qui vérifie l'intégrité du code source. Par contre, il n'y a pas de relecture forcément manuelle de chacune des mises à jour, comme peut y avoir Apple, où Apple, il y a des employés qui ouvrent les applications, les testent, ont des identifiants, et qui vont tester chacun des parcours de l'application et vérifier qu'elle soit bien conforme et qu'elle soit bien fonctionnelle. Si jamais une des fonctionnalités que votre backend crash pendant ce test, Apple dira non, alors qu'Apple, Google ne le verra pas. Donc, c'est beaucoup plus simple la review sur Google. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Romain. Non, c'est très bien. Après, peut-être juste faire attention aux données auxquelles on donne accès à Apple s'il y a besoin de s'authentifier. Ok. Et aujourd'hui, quelle est la politique de Faber Novel par rapport... en fait, est-ce que Faber Novel recommande à ses clients de migrer vers les custom apps ou pas? Personnellement, c'est vraiment un avis personnel. Si jamais vous avez un compte Apple Entreprise, restez sur votre compte Apple Entreprise pour le moment. Attendez que Apple annonce cette migration officielle. Apple Business Manager, c'est encore un peu récent.
Ça commence à arriver, donc attendons que ça se concrétise. Donc, changer tous les process tout de suite, peut-être que ça ne vaut pas le coup, parce que c'est possible que Apple Business Manager, dans les années qui suivent, dans l'année qui suit, évolue encore un peu, et donc vous aurez fait une intégration un peu complexe de votre MDM, etc. pour cela. Vous pouvez migrer si vous y voyez un avantage. Si vous voulez un avantage, donc, premièrement économique, mais aussi, moi, l'avantage le plus intéressant, c'est les mises à jour automatiques. Sur des comptes, des applications métiers qui ont été déployées via un compte Apple Entreprise, ou même sur Google via un MDM, si vous n'avez pas de mécanisme de mise à jour automatique où vous poussez la mise à jour sur vos utilisateurs, c'est parfois compliqué de forcer tout votre parc d'utilisateurs à mettre à jour l'application. Et donc, en basant l'application sur le store, on peut aussi le faire sur Google, c'est-à-dire qu'on publie une application sur le store en mode bêta, et ensuite le MDM peut venir récupérer l'application. Et donc, vous avez de cette façon un automatisme des mises à jour pour des applications métiers. Et ça, c'est vraiment, vraiment viable comme fonctionnement. Donc, si vous avez un problème de mise à jour, je recommande. Est-ce que c'est aussi ton avis, Romain, ou est-ce que tu as un avis différent? Alors, en fait, tout dépend de là où on part, mais je sais que moi, j'ai un client qui, lui, utilise un lien de distribution simple via App Center. Si on fait la migration tout de suite sur Apple Business Manager, ça risque d'être passablement douloureux parce que les iPads ne sont pas reliés à MDM et mon client devrait faire 300 codes de rédemption à distribuer à chacun de ses utilisateurs. Donc, pour l'instant, je comprendrais qu'il cherche à rester sur Apple Enterprise. Vous avez pas mal parlé de MDM. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pour les moins tech, on va dire, ce que ça veut dire et surtout quel MDM vous préférez? Alors, le MDM, c'est un outil qui va permettre de gérer son parc informatique, d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir appliquer en fait une série de réglages sur une grosse échelle. C'est déterminer que tous mes ordinateurs de mon entreprise vont avoir ces applications-là et je vais donner ces permissions-là à ces utilisateurs. Et pour les mobiles, le plus symbolique, en fait, c'est déterminer quelles applications vont être présentes sur le téléphone de mes collaborateurs et est-ce que je vais leur donner la possibilité d'avoir des accès privilégiés ou pas sur leurs appareils. Après, sur les préférences de MDM, nous, on n'en a aucune. On est totalement agnostique dessus, dans le sens où moi, par le passé, j'ai dû travailler sur AirWatch. On a un client qui va entamer une transition sur Jamf parce qu'en fait, tout son parc mobile est composé d'appareils iOS et que Jamf a la particularité de ne gérer qu'iOS. Et ce même client, en fait, passe de Mobile Iron à Jamf. On n'a pas de recommandation particulière et Apple elle-même n'a pas de recommandation particulière là-dessus. Très personnellement, je recommande, c'est juste un avis personnel, si jamais vous avez déjà la suite Microsoft, restez sur Microsoft Intune, par exemple. Si jamais vous avez déjà un MDM, conservez-le. Si vous n'avez qu'un parc iOS, je conseille Jamf, iOS, tvOS, macOS. Ce côté de Jamf, utilisé sur MyCanal, très bien utilisé et fonctionne très très bien. Donc voilà, tout dépend de vos besoins. Après, il faut regarder aussi les prix, les fonctionnalités qui sont disponibles. Tous ne sont pas aussi, ne permettent pas de gérer aussi bien la sécurité à distance. Donc tout dépend de son besoin. Et en effet, on peut s'adapter à n'importe quel besoin de nos clients. Ok. Alors, on a beaucoup parlé des applications métiers. Pour les applications grand public, est-ce qu'il y a autant de difficultés à les distribuer sur Apple? Eh bien oui, la relecture d'applications, donc c'est Guidelines, cette revue de Apple, elle s'applique avant tout aux applications grand public et donc aux applications qui ne sont pas métiers. Et les contraintes sont de plus en plus exigeantes. Aujourd'hui, Apple est quand même assez contraignant sur son store. Je ne mentionnerai pas les 30% de commission, par exemple, où en fait, on se doit de respecter les règles d'Apple pour être sur le store d'Apple. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même ce côté un peu, on va dire, monopole de la part d'Apple qui est remis de plus en plus en question. Ça va évoluer, mais les contraintes sont fortes. Il faut les prendre en compte lors de la conception d'un projet mobile, en effet. Donc, chez Faber Novel, on est habitué, on anticipe tout de suite. OK, on est sur telle application, il va y avoir tel problème, il faut faire ceci, ceci, cela, il faut anticiper tel sujet. Donc, c'est très important. Ouais. Et par rapport à ça, juste une petite précision, est-ce que le choix de technologie, que ce soit en natif ou en React Native, par exemple, est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout? Ça ne change strictement rien. Vous serez confronté aux mêmes problématiques, une application sur le store.
Ok, très clair. Merci beaucoup. Je regarde les questions. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Ah, je vois d'autres questions qui apparaissent. Alors, une question auquel je peux répondre, mais je vais vous laisser le faire, Sébastien et Romain. Chez Faber Novel, vous privilégiez plutôt le développement d'applications natives ou hybrides? Historiquement, on fait du natif. Après, on sait ça y a l'hybride, on fait des applications hybrides. Donc, Sébastien l'a décrit, hein, l'application Je suis machiniste est une application hybride faite en React Native. Et le rendu est tout à fait satisfaisant. On ne perçoit pas de différence par rapport à ce que ce serait si c'était une application native. En fait, finalement, le choix de faire de l'hybride ou du natif va dépendre du budget qu'on est prêt à dépenser parce que forcément, si on part sur de l'hybride, on va peut-être avoir un sujet un peu plus complexe au niveau de la gestion des autorisations, notamment. Je me permets juste de rajouter un petit point par rapport à ça, et je te laisse juste après, Sébastien. Aujourd'hui, quand un client vient nous voir pour un besoin d'application, nous, notre objectif, ça ne va pas être de pousser une technologie plutôt qu'une autre parce que justement, on fait du natif et de l'hybride. L'objectif, c'est juste de pouvoir répondre aux besoins du client en utilisant la technologie la plus adaptée possible et en ayant bien entendu en tête le budget associé. Donc voilà, historiquement parlant, comme Romain l'a dit, oui, on fait plus de natifs, mais ça va dépendre des projets. Et je te laisse la main, Sébastien. Pour une application RH, comme pour les chauffeurs de bus, une application hybride suffit amplement. Pour une application comme MyCanal, où on a du flux média à gérer et on s'attend à de la réactivité, il y a des centaines de milliers d'utilisateurs, mieux vaut du natif. Donc voilà, tout dépend un peu du besoin de chacun des projets et chacune des applications. Il y a peut-être une chose qu'on peut mentionner qu'il vaut mieux éviter, c'est qu'il ne faut pas trop mixer les deux dans une même app. Enfin, on a eu l'expérience, Sébastien, et ce n'est pas vraiment un mariage heureux. C'est difficile à gérer comme ceci. Il vaut partir sur une application hybride et rajouter des éléments de natif à certains endroits de l'application que de partir sur du natif et de rajouter de l'hybride dedans. Je vois, c'est une question qui a un peu rien à voir avec le sujet, mais j'ai quand même la poser. Aujourd'hui, du coup, vous êtes chef de projet chez Faber Novel. Quelle est la méthodologie que vous préconisez sur les projets sur lesquels vous travaillez? On fait du Scrum pour tous les cycles de développement. Après, sur le design, globalement, voilà, tous les designers sont formés au design thinking et on va passer à travers tout un processus classique de collecte du besoin et ensuite différents ateliers de conception, d'idéation, de prototypage, de réalisation de wireframe. On va également faire des interviews utilisateurs avant de partir sur les wireframes pour comprendre en fait les attentes des utilisateurs potentiels, les craintes qu'ils peuvent également avoir sur le produit en cours de développement. Une fois que les wireframes sont faits, on passe en maquette. On procède à nouveau à des tests utilisateurs sur des prototypes animés. Donc, globalement, ça marche plutôt bien parce que les utilisateurs finaux sont tellement convaincus de la fidélité du prototype qu'ils se disent que ah, mais en fait, l'application, elle est bientôt finie, c'est là dans 10 jours, quoi. Bon, pas tout à fait. Il y a encore beaucoup de code, des milliers de lignes de code à faire entre-temps. Et une fois que cela est fait, la passation se fait vers les développeurs qui vont donc souvent, la plupart du temps, on pousse à ce que ce soit le cas, travailler dans des sprints de 2 semaines en suivant rigoureusement la méthodologie Scrum, avec donc un daily tous les jours, un planning et une review et une rétro. Donc chaque développeur va coder, va pousser son code pour assurer une revue de code par un collègue qui va lui dire oui, oui peut-être ou non. Ça arrive, voilà, il faut rester humble par rapport au travail que l'on fait et accepter la critique. Une fois que ce travail en fait est fusionné dans la planche principale, le chef de projet intervient et fait la recette fonctionnelle de l'application, enfin, en tout cas de l'application au fur et à mesure de son évolution. Et la livraison ensuite est faite à la fin du sprint auprès du client pour que lui aussi puisse vérifier l'intégrité fonctionnelle de l'application. Alors, il y a juste un petit bout que j'ai oublié. Avant de partir en développement, il y a parallèlement maquette, la construction d'un cahier de spécifications fonctionnelles qui en fait va contenir tout ce qui ne peut pas être écrit ou vu dans une maquette. J'ai une question sur quel type d'applications métiers peuvent exister. La réponse est très macro, du coup, je vous laisse répondre. Il y a tout type. On peut imaginer donc des applications pour les chauffeurs de bus, une application pour les commerciaux d'une entreprise. On peut avoir des applications grand public, mais aussi à destination d'un métier. Prenons le cas de MyCanal. MyCanal a fait un partenariat avec une entreprise des hôpitaux privés pour déployer MyCanal sur les hôpitaux.
Donc, c'est une application un peu métier. En soi, ce n'est pas vraiment le store public, c'est un MDM qui distribue, mais il y a quand même un partenariat là-dessus. Donc, en soi, c'est même l'usage qui en dépend. Donc, pour une application comme Farmi, pour les agriculteurs, l'application est à destination des agriculteurs grand public, mais aussi des agriculteurs qui sont soufflés, qui sont juste de l'entreprise. Mais Soufflé s'est rendu compte que leurs commerciaux en ont besoin. Et donc, du coup, ils ont distribué leur application pour leurs commerciaux qui ont des fonctionnalités en plus. Et donc, en soi, une application grand public comme pour les agriculteurs et aussi une application métier. Donc, la limite est quand même floue. On peut vraiment trouver tout et n'importe quoi comme application. Je pense que chez Faber Novel, on a aussi des applications métiers. Je sais pas, Romain, Même ouvrir des portes avec une application. on peut ouvrir des portes chez Faber Novel avec notre téléphone. C'est comme notre badge. Où on peut avoir plein d'applications en interne qu'on fait pour s'amuser, pour s'entraîner. Donc, plein de choses. Alors, j'ai une autre question pour vous. Nous avons aujourd'hui des applications métiers au sein de l'entreprise. Elles fonctionnent mal. Est-ce que si on travaillait avec Faber Novel, il faudrait recommencer tout from scratch ou pas? Alors là, ça dépend. J'imagine, moi, je n'ai jamais rencontré ce cas, mais c'est déjà arrivé sur une application comme G7 pour les taxis parisiens. Ils avaient déjà l'application existante, et il y a eu un audit de code. Donc, on regarde le code, on regarde comment c'est écrit, est-ce que c'est bien fait ou pas mal fait, est-ce qu'il y a du clean code, est-ce qu'il y a une bonne séparation du code source, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est reprenable, est-ce qu'on maîtrise la techno, l'architecture logicielle. Et suite à toutes ces réponses, et en fonction de ce que l'on recherche, soit en effet on part sur une code base totalement neuve, on part sur une nouvelle application, et ça peut arriver qu'on reparte from scratch, ou sinon on fait du refacto au fur et à mesure. On s'améliore sur des petites sections, et à chaque fois qu'on touche une section, on recommence. Sur G7, il me semble qu'on est reparti de la code base existante, on a juste modifié des choses. Sur d'autres applications, pour d'autres clients, on a pu repartir from scratch. 6 mois après, on avait récupéré à ISO fonctionnalité l'application pour ensuite arriver en production et remplacer, et ni vu ni connu pour les utilisateurs. Merci beaucoup Sébastien et Romain. On arrive à la fin des questions. En tout cas, on était très content de vous présenter ces différents, ce sujet qui était très important pour nous et qu'on a vu chez Faber Novel avec pas mal de nos clients. En tout cas, si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un mail, que ce soit à Sébastien, Romain et moi, et on sera ravis d'y répondre. Et surtout, c'était le premier TechLi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le dernier. Du coup, on vous préviendra sur le Meetup pour les nouveaux sujets qui vont arriver très bientôt. Donc, des sujets qui pourront être à destination des chefs de projet, mais également des designers ou des développeurs. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.